dans l'épisode 2 de L'Orient à l'envers. Dans ce nouvel épisode, nous aborderons les Palestiniens et plus particulièrement les perspectives de construction chez les jeunes générations tout en replaçant le discours de ces derniers dans le contexte politique. Nous évoquerons également les moyens de préservation d'une identité pour un peuple sans État. Et parce qu'il nous est paru primordial d'analyser avec nos intervenants le poids des mots, nous accorderons une place particulière à la mise en avant du récit palestinien, trop souvent occulté dans les médias. Loin de parler uniquement du conflit et des tensions qui cristallisent l'histoire palestinienne et masquent les questions de résilience et de préservation de leur identité, nous nous accorderons le temps d'un épisode à donner la parole à celles et ceux qui vivent cette réalité. Comment préserver une identité dans un contexte de conflit permanent ? Comment se traduit la nécessité d'une mise en avant d'un récit de l'autre ? Nous traiterons ici toutes ces questions et essaierons de replacer au cœur du débat les Palestiniens tout en explorant les blocages concrets auxquels la population fait face. La Palestine est une région historique dont les frontières ont fortement varié depuis l'Antiquité. À l'origine, elle était située près de la côte orientale de la Méditerranée, en Asie mineure. Elle englobait l'actuel État d'Israël, la bande de Gaza et la Cisjordanie. La superficie de la Palestine historique était d'environ 27 000 km², soit l'équivalent de la Belgique. Son intérêt stratégique au carrefour du monde a attiré l'attention des grandes puissances dès le début du XIXe siècle. Son contrôle était important pour assurer la route de l'Inde, puis est devenu vital après l'ouverture du canal de Suez et la découverte de gisements pétroliers dans la péninsule arabique. L'enjeu que représente la Palestine s'est révélé avant même l'effondrement de l'Empire ottoman et a fait son chemin durant la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide. Ce que nous appelons aujourd'hui territoire palestinien ou bien encore territoire occupé palestinien regroupe un ensemble de terres près de la Méditerranée. D'une part, la Cisjordanie, comprise entre Israël et la Jordanie et qui comprend Jérusalem-Est, bordée à l'est par la rive occidentale du Jourdain, où vivent plus de 2,5 millions de Palestiniens. D'autre part, les Palestiniens sont également présents dans la bande de Gaza, un territoire qui a une superficie d'environ 362 km² et qui fait office de frontière avec l'Égypte, s'étendant sur quelques 45 km le long de la Méditerranée. Cette région est composée d'un territoire de dunes et de sable où cohabitent environ plus de 2 millions de Palestiniens. En plus de ces deux parties géographiques, il existe de nombreux villages palestiniens en Israël même. Souvent négligés dans les médias, la moitié de la population palestinienne est réfugiée et représente une importante diaspora dans le monde. On compte environ plus de 3,5 millions de réfugiés palestiniens au Moyen-Orient. Pour pouvoir mieux comprendre les réalités qui se jouent sur le terrain, plusieurs invités qui vivent ou ont déjà vécu en territoire palestinien ont accepté de revenir sur la place de la jeunesse palestinienne et la mise en valeur du récit palestinien. Entre Paris et Ramallah, nous avons pu récolter de précieux témoignages qui émanent directement d'une génération engagée pour des luttes sociales et économiques. Avec nous aujourd'hui, Stéphanie Lat Abdallah, historienne et chercheuse aux séries de Sciences Po, spécialisée sur les réfugiés et l'histoire des femmes dans les camps palestiniens de Jordanie. Elle a travaillé par la suite sur les questions de genre, notamment sur les féminismes islamiques. Inès Abdelrazak Fauder, directrice de plaidoyer à l'Institut palestinien de diplomatie publique, et parce qu'on ne peut envisager de parler des Palestiniens et de la Palestine sans donner la parole aux journalistes locaux, également avec nous, Qassem Mouadi, journaliste local, et également Salomé Parent-Rachdi, journaliste correspondante qui a passé 3 ans entre les territoires palestiniens et Israël. Du premier exode à nos jours, nous pouvons compter environ 4 générations. L'accent porté sur la solution politique à adopter dans la question palestinienne a empêché de parler des réalités, des questions quotidiennes qui se jouent sur ce territoire. Pourtant, sur le terrain, les luttes socio-économiques tendent à s'affirmer comme le terreau d'un nouveau virage de la résistance palestinienne. Peut-on alors envisager une représentation dépolitisée des Palestiniens ? Existe-t-il d'autres canaux de représentation tout aussi importants ? Cette question de la solution à un État, elle vient aussi de la problématique des réfugiés et de la problématique des Palestiniens de l'intérieur, c'est-à-dire les Palestiniens d'Israël, ceux qui sont restés en 1948, enfin les descendants de ceux qui sont restés en 1948, et qui forment à peu près aujourd'hui 20% de la population israélienne.
Donc il y a une sorte d'idée aussi que de toute façon, dans la solution à deux États, les réfugiés ne pourront pas revenir sur leurs terres, les terres laissées, qui reviendraient peut-être en partie sur les territoires occupés en 67, voire ne reviendraient pas. Et donc il y a un peu cette idée de revenir à ce territoire de la Palestine historique, donc avec cette possibilité que les réfugiés retournent sur leurs terres, avec cette possibilité de réunification d'une certaine manière avec les Palestiniens de 48, mais du coup dans une sorte de partage de ce territoire après État binational, un seul État, bon voilà, il y a différentes cas de figure. Et du coup, ça rejoint ce que je disais sur les nouvelles mobilisations, notamment les mobilisations de la résistance populaire. Du coup, l'enjeu, il y a eu quand même un changement de paradigme de la lutte palestinienne par un certain nombre de personnes, et notamment la jeunesse, mais pas seulement. Et on passe d'un paradigme de lutte pour le territoire, pour un État, donc de lutte nationale pour un État, à un paradigme qui est beaucoup moins national et beaucoup moins étatique, avec l'idée plutôt d'une lutte qu'on pourrait rapprocher à la fois de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains, par exemple, ou de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, c'est-à-dire une lutte pour les mêmes droits à l'intérieur d'un espace qui aujourd'hui est perçu comme de facto partagé. Donc, l'espace est de facto partagé, il est partagé en raison des colonies, enfin partagé, quand je dis partagé, oui, de fait partagé par les colonies, mais aussi le fait qu'il y a tous ces Palestiniens qui sont en Israël, et donc l'idée d'essayer d'avoir les mêmes droits. Et parce que les Palestiniens en Israël, même s'ils ont la nationalité israélienne, se considèrent et sont à certains égards des citoyens un peu de deuxième zone. Donc c'est aussi une lutte qui englobe tous les Palestiniens, quels qu'ils soient dehors de la diaspora, qu'ils soient à l'intérieur, à la fois à Gaza, en Cisjordanie, et qui réconcilie un peu la fragmentation territoriale autour de l'enjeu de mêmes droits que les Israéliens. J'ai compris, enfin en tout cas c'est mon sentiment, qu'on ne pouvait pas aujourd'hui changer le système de l'intérieur de l'autorité palestinienne ou des institutions existantes qui sont en fait gouvernées par le système d'Oslo. Et donc j'ai décidé de m'engager plutôt dans la sphère de la société civile. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'Institut pour la diplomatie publique. On est une toute petite équipe, on est jeunes. On est tous dans la vingtaine et la trentaine. Et on essaye de faire porter la voix des Palestiniens et les voix des Palestiniennes et Palestiniens à l'étranger, justement pour changer les perceptions et changer le discours et réuniversaliser aussi un peu la cause palestinienne et on va dire désexceptionnaliser Israël par rapport aux violations des droits de l'homme et du droit international et essayer de montrer que notre combat, c'est un combat pour la justice, pour la liberté et pour les droits. Pour moi, la plus claire cause de la dépolitisation de la société, qui est très claire, c'est que les Palestiniens sont devenus des consommateurs plus que des citoyens. Encore une fois, les accords d'Oslo ont mis en place un programme de state building financé par les bailleurs internationaux qui, a placé sous forme de dépendance de l'aide internationale les Palestiniens, qui a dépolitisé la société civile, tous les syndicats, les différentes unions de femmes, par exemple, les syndicats de travailleurs, les médias, les organisations, les coopératives, tout en fait ce tissu social et économique très politique qui quelque part organisait politiquement les communautés de manière active ont été transformés en ONG professionnelles dépendantes de l'aide internationale, dépolitisées, qui s'en tiennent à des questions de droits de l'homme ou des questions de progrès économique ou de ce qui est perçu comme un progrès économique sous des politiques néolibérales. Je dirais que la politisation doit se faire aussi par les questions
très clair socio-économique. Et que ce n'est pas détachable de fait du système colonial, en fait. Quand on dit socio-économique, et c'est là où il faut faire très attention, c'est que justement les politiques, la paix économique qui a été proposée déjà par Shimon Peres à l'époque et puis par les administrations américaines successives qui ont culminé avec Jared Kushner et Trump, c'est de dire voilà, on va leur donner de l'argent et on va créer du progrès économique. Comme ça, ils ne voudront pas se rebeller ou se libérer nationalement. Et c'est ce type de logique qui, de fait, a détruit le tissu politique palestinien. La politisation reste tout de même le premier canal de diffusion de la parole des Palestiniens, et elle commence très tôt. Nous avons demandé à Qassem de quelle façon la résistance s'organisait aujourd'hui. Disons que le flambeau, il n'attend pas qu'on aille le reprendre. Il se jette sur tes épaules dès que tu es palestinien et que tu es en Palestine. Et après, c'est trouver la façon de pouvoir vivre avec ça. En Palestine, les gens ont des vies normales. C'est-à-dire, on ne pense pas et on n'élève pas les enfants les 24 heures en parlant de la cause palestinienne. Les gens ici pensent à leur futur, pensent à faire leur carrière, pensent à faire leur vie. Et donc, au milieu de tout ça, il y a toujours la cause qui est présente. Il y a toujours la problématique politique qui est présente. Donc, disons que ce n'est pas vraiment un choix. C'est quelque chose qui fait partie de la vie, qui fait partie de tous les aspects de la vie quotidienne. Là-bas, quand même, tous les sujets, qu'on fasse de la culture, qu'on fasse de la société, etc., je pense quand même que c'est difficile, voire pas possible, de faire des choses qui soient pas liées au conflit. Dans le sens où c'est tellement quelque chose qui est omniprésent dans la vie des gens, que ce soit physiquement, parce que quand on se déplace, etc., il y a forcément des checkpoints, on est contraint dans notre manière, dans les endroits où on peut aller, avec les visas, mais aussi de comment on se déplace, etc. Mais c'est aussi psychologiquement, c'est vrai que c'est des gens... moi, je vois la génération des gens aujourd'hui qui ont à peu près qui ont une trentaine d'années, qui ont vécu, c'est ça, qui sont nés pendant la première intifada, qui ont vécu la deuxième, il y a eu les guerres à Gaza, donc c'est quand même des choses qu'on ne peut pas demander aux gens de ne faire comme si tout ça ne s'était passé. Et je pense que c'est des choses qui aujourd'hui forcément ont un impact sur, même si aujourd'hui c'est plutôt une situation calme entre guillemets, forcément ça a un impact sur les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes générations palestiniennes jouent un rôle important dans la sauvegarde de l'identité. Pour autant, la presse donne l'image de générations perdues, sacrifiées par le poids de l'histoire et du conflit. C'est notamment ce que titre le journal Le Point en septembre 2020. À l'ombre des murs, une génération sans avenir dans les territoires palestiniens. Depuis la seconde intifada pourtant, les jeunes palestiniens sont mobilisés sur des questions plus concrètes, plus pragmatiques qui doivent répondre à une nécessité de construire leur avenir. Quels sont les défis pour la jeunesse palestinienne en 2021 ? Les gens qui sont engagés là-dedans, eux, par contre, refusent de discuter de un État, deux États. Ils trouvent que c'est pas du tout le sujet. Il y a beaucoup de jeunes, d'ailleurs, aussi là-dedans, en disant, bon, de toute façon, un État, deux États, qu'est-ce qui est entre nos mains ? On maîtrise pas cette histoire-là. Finalement, ce sont des débats qui nous échappent. Nous, ce qu'on veut, c'est ici et maintenant rétablir du vivable, rétablir de l'économie, de l'autonomie, agir entre citoyens, à l'échelle des citoyens. Ma génération, en fait, on lui a promis un État indépendant. Et les Palestiniens ont fait ce compromis d'accepter, on va dire, un État dans les frontières de 67. Malheureusement, les accords d'Oslo, en fait, n'étaient que des accords intérimaires qui ont expiré déjà en 1999, qui n'ont, jamais été mis en œuvre par les Israéliens, qui ont continué de manière soutenue la colonisation des territoires, et qui ont violé tous les articles, on va dire, d'Oslo depuis qu'ils ont été mis en œuvre il y a 26 ans, qu'ils ont été signés. Et l'autorité palestinienne, elle, s'est enfermée en fait dans ce système de domination qu'ont été les accords d'Oslo, qui ont en fait permis de faire grossir l'autorité palestinienne, au détriment d'ailleurs de l'OLP et de l'Organisation de libération de la Palestine, comme un espèce de proto-État
qui n'est finalement qu'une sorte de grosse municipalité qui gère encore une fois uniquement les affaires civiles pour les Palestiniens. Et le projet national, a été complètement érodé, et deux, on n'est pas du tout allé vers la construction d'un État indépendant palestinien, on a été vers la consolidation de la colonisation, de la fragmentation géographique et du gruyère dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire des petits îlots de population palestinienne, bantoustanisés, on va dire, entourés de colonies et de souveraineté israélienne et de checkpoints et de barrages et de routes faites pour les colons, par les colons et uniquement pour le bénéfice de la population juive israélienne. Les Palestiniens aujourd'hui, ma génération, en a marre en fait. Beaucoup des jeunes ne se retrouvent plus dans les factions politiques, ni dans l'autorité palestinienne, bien sûr, qui en fait est illégitime depuis, je dis depuis toujours, puisque finalement il y a eu des élections du Parlement de l'autorité palestinienne en 2005-2006, mais les résultats n'ont jamais été acceptés par la communauté internationale et de fait le Parlement n'a jamais pu vraiment siéger. Sur le chômage chez les jeunes à Gaza est de 75%, c'est énorme. Au regard de ces perspectives futures qui semblent pessimistes, la question de savoir s'il vaut mieux rester ou partir se pose inéluctablement pour de nombreux Palestiniens. Alors encore plus avec la jeunesse, et je pense qu'aujourd'hui, alors évidemment c'est pas tous les jeunes, mais disons qu'aujourd'hui je pense qu'on a vraiment une jeunesse palestinienne qui est assez politisée, et donc qui est vraiment remise à accords d'Oslo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vraiment de dire cet héritage-là, en fait on n'en veut plus, parce qu'en fait on n'a rien tiré de bien, donc vraiment on veut passer à autre chose, et qu'aujourd'hui je pense que les revendications c'est plus la première chose c'est vraiment on veut nos droits, on veut l'égalité des droits, parce que sans ça c'est pas possible, et que je pense qu'ils sont assez dans une comparaison, ce qu'on disait avec les mouvements sociaux aux États-Unis, par exemple de Black Lives Matter, ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très prégnant aujourd'hui dans une certaine frange de la jeunesse palestinienne, et que du coup c'est vraiment ça, et que limite la question de un État, deux États, entre guillemets, c'est secondaire, encore une fois, mais c'est évidemment que c'est un primordial, mais disons que vraiment la chose aujourd'hui, c'est de dire on veut nos droits, on veut des droits égaux, puis ensuite on discute, quoi. Déjà de dire la jeunesse palestinienne, c'est vrai que c'est tellement différent de dire d'être un jeune à Gaza, d'être un jeune palestinien en Israël, d'être un jeune à Jérusalem-Est, d'être un jeune en Cisjordanie. Je pense que déjà, en fait, les problématiques locales, entre guillemets, sont déjà assez différentes, et je pense que déjà ça a forcément un impact sur la façon dont les jeunes se construisent. Évidemment que c'est aussi le milieu social, et que je pense que c'est pas la même chose d'être un jeune réfugié que d'être un jeune à Ramallah dans un milieu assez progressiste. Moi, j'ai fait le choix de rester. Pourquoi? Simplement parce que, d'abord, quand je vous expliquais, je voulais toujours être journaliste, mais en Palestine. Je voulais couvrir la Palestine et faire mon travail ici. Je ne suis pas très fan de cette façon de faire du journalisme à distance. Les gens qui sont à New York et qui écrivent sur l'Irak. Vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, je veux rester principalement pour ça. Mais aussi, au bout d'un moment, tu commences à te rendre compte, il y a un prix à payer. Si j'étais resté en France, j'aurais eu d'autres opportunités encore meilleures. J'aurais pu avoir des meilleures opportunités de travail, planifier un futur encore meilleur. Mais après, tu penses, bon, si moi je vais partir, moi je suis formé, je parle la langue, j'ai plus de moyens pour rester et assumer les conditions de la vie ici. Et si je pars, quel message ça va donner aux autres qui n'ont pas eu les mêmes chances que moi? Même si cette jeune génération palestinienne reste engagée politiquement, un autre discours apparaît et laisse supposer une nouvelle forme de politisation, de nouvelles formes de mobilisation. D'habiter à Ramallah et de dire bon moi parce qu'on honnêtement on me l'a déjà dit, moi
Là, si quelqu'un met le drapeau israélien à Ramallah et qu'on peut se déplacer, moi, je suis le premier à signer, quoi. Mais évidemment que c'est pas forcément quelque chose qui se dit trop, et encore une fois, qui est pas si répandu, qui est pas absolument pas si répandu que ça, parce que je pense que énormément de gens sont très politisés, et à l'inverse, sont pas du tout dans la concession, mais je pense que ça aussi, ça existe. En janvier 2021, l'Humanité titrait, je cite, « Les Palestiniens à l'offensive pour éviter d'être anéantis ». De même, le journal Le Temps titrait en septembre 2020 « La cause palestinienne poignardée ». Pourquoi parle-t-on de la Palestine sous le prisme de l'effacement, de la réduction ou encore de la disparition ? On pense que pendant trop longtemps, les droits des Palestiniens ou la question de la Palestine a été pensée, analysée, défendue par des gens qui ne sont pas palestiniens. Et donc c'est la question aussi de devoir réclamer notre récit, de pouvoir réclamer notre récit, notre narratif, comme on dit plutôt en anglais, et donc de pouvoir se mobiliser et d'apporter notre point de vue sur une réalité qui est trop souvent déformée justement dans les médias et les discours politiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est donc d'un côté très actif sur les réseaux sociaux et qu'on essaye de toucher un public plus jeune qui s'est détourné de la question palestinienne et qui ne la comprend pas forcément, et qui pourtant est engagé sur des questions de justice, que ce soit la justice climatique, contre les violences policières, contre toutes les formes de racisme, contre la colonisation ou dans les mouvements de décolonisation, de post-colonisation. Et tout ça, ce sont des questions qui, pour nous, font sens et qui, quelque part, sont à rapprocher de ce qui se passe chez nous. Notre objectif, c'est bien sûr de pouvoir construire un futur partagé en fait, en Palestine et en Israël, et donc vraiment sur la totalité du territoire où il y a une identité palestinienne, où il y a des Palestiniens, à la fois donc en Israël et dans les territoires occupés. Et à travers ça, de montrer que cela ne pourra se faire qu'avec une décolonisation, mais aussi l'égalité des droits. Et en fait, le cœur du problème pour nous, et qui justement se reflète à travers tant d'histoires du quotidien des gens, voilà, qu'on essaie de faire connaître et qu'on essaie de défendre, c'est cette réalité que les médias et les classes politiques, mais aussi la société civile, a pensé en fait Israël-Palestine depuis 30 ans, 40 ans, du fait des accords d'Oslo, du processus de paix et la manière dont en fait on parle d'Israël-Palestine, d'une manière totalement détachée de la réalité. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la plupart des gens aujourd'hui pensent Israël-Palestine comme un conflit entre deux parties en présence. Il y aurait d'un côté un régime palestinien dans les territoires occupés, un régime israélien de l'autre côté qui serait démocratique, etc. Alors que la réalité, elle est en fait qu'il y a un régime israélien qui contrôle tout le territoire de la rivière Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée, donc Israël et les territoires occupés, ça comprend la Palestine historique en fait, et qui est basé sur un principe unique de discrimination systémique et d'inégalité des droits, et de domination d'un peuple sur un autre. Donc la réalité aujourd'hui, elle est là, c'est qu'on est dans un régime où les Israéliens contrôlent à la fois, que ce soit en Israël ou en Cisjordanie et Gaza, ils contrôlent la vie des Palestiniens, et les Palestiniens ont des droits différenciés, qu'ils soient à Jérusalem, à Gaza, en Cisjordanie, ou qu'ils soient citoyens d'Israël. On les appelle parfois les Arabes israéliens, mais je préfère dire Palestiniens citoyens d'Israël parce que Arabes, ça tend à nier leur identité nationale. Et en fait, la réalité est que les Israéliens contrôlent les frontières, ils contrôlent les frontières maritimes, les frontières terrestres et aériennes, ils contrôlent tout ce qui est le registre de la population et l'état civil. Donc quand vous êtes palestinien, c'est Israël qui vous donne, oui ou non, le droit d'avoir un statut civil, une identité. C'est eux qui contrôlent les mouvements entre des villes palestiniennes, mais aussi entre
des deux côtés de la ligne verte. Et quand on est palestinien, on est soumis à tout un tas de contraintes et en fait de déni de ses droits fondamentaux. Et il faut constamment, les Palestiniens sont dépendants d'autorisation israélienne. Et les Israéliens mettent en place des politiques et des lois qui sont faites à la fois pour effacer l'identité et l'héritage palestinien, mais aussi pour expulser les Palestiniens et rendre leur vie finalement complètement subjuguée à un régime bureaucratique qui les maintient sous domination, que ce soit pour se marier, créer leur entreprise, cultiver leurs terres, aller ne serait-ce que visiter leur famille de l'autre côté du mur, aller à l'université. Tout ça est soumis à un nombre incalculable de contraintes qui maintiennent finalement les Palestiniens dans un statut de colonisés. Et c'est ça que je pense qu'il faut comprendre. Et c'est en analysant la réalité telle qu'elle est qu'on va pouvoir aller de l'avant et créer un futur juste et où les peuples, à la fois les Palestiniens, seraient libres et auraient des droits égaux aux Juifs israéliens. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Disons qu'il y a un point central dans la mémoire palestinienne qui est 1948. Il y a un avant et un après. Dans l'art, vous le trouvez, dans la littérature, vous le trouvez, dans les questions sociales, vous le trouvez, dans l'économie en Palestine. Il y a avant 48 et après 48. C'est un cataclysme très important. Et je trouve que le fait que les événements de 1948 n'aient pas cette centralité dans la façon dont on discute la Palestine dans un pays comme la France, par exemple, ça reflète qu'on ne comprend pas comment les Palestiniens, eux, ils se souviennent de leur histoire. Le fait qu'aujourd'hui le récit palestinien il est absent, en partie, il est dû au fait qu'on n'a jamais couvert la Palestine de l'intérieur. Aujourd'hui, on est plusieurs Palestiniens à le faire. Donc, on doit faire sûr que dans le futur, quand on parlera de la Palestine, la réalité palestinienne de l'intérieur, elle sera présente aussi. Et c'est un peu ce qu'on fait. C'est ce que j'essaie de faire aussi. Et en fait, je pense que le moment où il y a eu des plus grosses manifestations, moi, que j'ai vues à Ramallah, c'était pas... Alors évidemment, il y avait des manifestations quand Trump annonçait qu'il allait déplacer l'ambassade, ou alors qu'il y avait son fameux plan, soi-disant, de paix, entre guillemets, pour la région. C'était pas tant ça qui déplaçait les foules, c'était par exemple quand à un moment ils ont voulu, l'autorité palestinienne a voulu faire une réforme du système de la retraite. Et là, il y a vraiment une mobilisation. Et donc c'est vrai que là on sent que les questions sociales aujourd'hui et les questions économiques, c'est vraiment ça qui, pour une partie de la société en tout cas, est le plus important. Je pense que c'est des réalités qui sont assez compliquées à appréhender tant qu'on n'y a pas été. Et moi, disons que c'est plutôt ça, des fois, que je remarque dans la façon dont les gens écrivent. C'est plutôt, voilà, je trouve qu'on a vite tendance... je dirais pas que c'est forcément sur un contenu vraiment en soi, parce que je pense que c'est quand même... il est aussi d'ailleurs beaucoup produit, ce contenu, quand même, par les gens sur place, mais disons que ce qui est écrit, par exemple, plutôt des rédactions, ça pourrait être beaucoup souvent des choses assez clichés. Enfin, quand, par exemple, je disais... un peu des poncifs quand on connaît pas, voilà, justement, je sais pas, sur Gaza, on va dire Gaza, c'est le territoire, un des territoires les plus peuplés au monde, enfin, d'ailleurs ce qui est vrai, mais c'est plutôt ça où je dirais que des fois c'est vraiment le truc de quand on doit écrire depuis Paris dessus, sans forcément connaître, du coup on a une espèce d'idée qu'on applique sans forcément chercher à les questionner. Poser les Palestiniens comme des victimes de leur histoire revient à réduire le champ d'action locale qui est véritablement le socle de représentation politique aujourd'hui. La généralisation du conflit a entraîné la dépossession de l'histoire chez les Palestiniens. À l'occasion de la nouvelle investiture américaine, la presse y voit un nouveau vent de changement pour ces derniers. C'est le cas notamment du Monde qui titre « Acculés, les Palestiniens misent sur Joe Biden pour établir le statu quo avec Israël ». L'idée de la généralisation du conflit et de ce fait la tutelle internationale accroît le sentiment d'un peuple dépourvu d'une parole régionale et locale. Et puis il y a aussi un peu un rejet d'une problématique victimaire. Alors certes, les conditions sont difficiles, et évidemment qu'il faut le rappeler, et évidemment il ne s'agit pas... Mais en même temps, il y a aussi une volonté de se déprendre de
ce rapport victimaire, parce qu'il y a une créativité extrêmement importante au sein de la jeunesse, et pas seulement, et parce qu'il y a aussi, et donc il y a aussi envie, les gens ont aussi envie qu'on voit ça de la Palestine, cette créativité, cette inventivité, ces intelligences, enfin, etc. Et pas seulement, on voit des fois dans les médias, enfin, cette espèce de truc misérabiliste, etc. C'est le problème de parler de ce qui se passe en Israël-Palestine d'une manière qui ne reflète pas la réalité. Les médias et les classes politiques ont fait encore une fois de ce qui se passe chez nous, qui est finalement assez simple, c'est pas si compliqué. Encore une fois, il y a un régime qui contrôle deux populations de manière différente et qui fonctionne sur le principe de la suprématie d'un peuple sur un autre. Donc les Palestiniens se battent pour leur liberté, pour la décolonisation et pour leurs droits. Palestine-Israël a été pensée comme, encore une fois, un conflit où se crée une fausse équivalence entre colonisateurs et colonisés. Aujourd'hui, il faut déconstruire l'idée qu'on serait simplement entre, d'un côté, les Palestiniens et de l'autre, les Israéliens, qui, s'ils arrivaient à se mettre d'accord, pourraient faire la paix. Il y a énormément d'autocensure lorsqu'il s'agit de parler de la Palestine. Dans les grands médias dans le monde, quand on parle de la Palestine, le récit palestinien, il est complètement absent, ou largement absent. Si moi je vais faire 50-50, ça va pas équilibrer les choses. Le travail que moi et mes collègues palestiniens, on doit faire ici en Palestine, à mon avis, c'est d'essayer de rééquilibrer un peu les choses. Et pour faire ça, il faut raconter la Palestine de l'intérieur. Et ça, nous, on peut le faire parce qu'en plus, on est palestiniens. C'est-à-dire, on comprend des choses rien que parce qu'on est palestinien. Moi, je n'essaye pas de raconter ce que les Palestiniens pensent au niveau politique, mais ce qu'ils vivent au quotidien. Après, ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai déjà ressenti le fait, des fois, d'avoir un peu un décalage entre les rédactions et nous, dans le sens où il y a quand même, par exemple, typiquement Gaza, c'est vrai qu'il y a un peu un côté où des fois, de dire je vais aller faire un reportage à Gaza, moi on m'a déjà dit dans les rédactions, oui mais il se passe rien, enfin, c'est toujours la même chose, ou qu'est-ce que tu vas nous raconter de nouveau, Gaza on en a marre, une fois qu'on a dit que c'était la misère là-bas, enfin, qu'est-ce que tu racontes derrière ça, quoi. Donc des fois c'est vrai qu'il y a un peu un décalage, je trouve, entre l'image que peut-être les rédac chefs peuvent avoir à Paris et de nous ce qu'on vit sur le terrain. L'histoire des Palestiniens est très souvent retracée comme une histoire victimaire. Cela est très souvent lié à l'emploi de certains mots plutôt que d'autres. Dans des manuels scolaires ou des gros titres de presse, certains utilisent différents termes. Certains parlent de territoire occupé palestinien, d'autres parlent de territoire occupé sans mentionner le terme Palestine ou palestinien. Comment expliquer le choix de ces mots ? Quelle est l'importance de ces choix dans la narration de la question palestinienne ? Pour toute une génération, et on est maintenant, on est la troisième, la quatrième génération au moins, c'est un traumatisme et c'est une dépossession qui reste réelle. Et pour les Palestiniens, 1948 et la création d'Israël et le sionisme resteront ce traumatisme colonial qui est persistant. L'expérience palestinienne a été narrée et écrite beaucoup par des non-palestiniens. Et donc, il est très important que dans notre combat et ce qui nous concerne, nos voix, les voix des Palestiniens et Palestiniennes, soient mises en avant. Et que notre parole ne soit pas délégitimée. Parce que, vous savez, il y a toujours une approche paternaliste et une approche condescendante souvent chez nos interlocuteurs, de vouloir nous corriger, de vouloir corriger ce que l'on dit, la terminologie que l'on emploie, de la changer, parce que pour eux, ce n'est pas assez conforme à leur manière de voir et à leur manière de penser. Chaque année, on le voit à ce moment-là de l'année, Israël célèbre en grande pompe et c'est la fête, etc. Ce qui pour les Palestiniens est en fait
un événement terrible. Je pense qu'il y a une évolution. Il y a des évolutions positives. Par exemple, il y a 10 ans, moi je me souviens, j'étais étudiante à Sciences Po, on ne pouvait pas dire le mot apartheid pour parler d'Israël-Palestine, c'était impensable, c'était tabou. Qassem revient sur une anecdote marquante qui souligne à quel point le poids des mots déclenche des nuances importantes dans le report du récit palestinien. Pour vous donner un exemple pratique, en 2013, je faisais un stage à Paris, dans un magazine à Paris. Et je devais faire un article sur des événements en Égypte. À l'époque, c'était le gouvernement des frères musulmans, etc. Et à un moment donné, je mentionnais en fait la guerre de Yom Kippour, la guerre de 1973, parce qu'elle est importante pour l'Égypte. Et moi, j'avais pas toujours compris qu'en France, on connaît cette guerre par le nom de Yom Kippour. Et donc, j'écris la guerre d'octobre. Et après, j'avais mon responsable de stage, et après toute la table, et même le chef de rédaction, qui était autour de moi pour savoir de quelle guerre je parlais. Et je leur disais, la guerre d'octobre. Mais quelle guerre d'octobre? Je disais la guerre d'octobre 1973. Et ils ne voyaient toujours pas de quoi je parlais. Et donc, quand j'expliquais que c'était le jour où la Syrie et l'Égypte ont attaqué des lignes israéliennes en même temps, et immédiatement, 4 personnes en même temps me disent Yom Kippour. Vous la connaissez comme la guerre de Yom Kippour parce qu'elle s'est passée au moment de la fête juive de Yom Kippour. Mais est-ce que vous savez qu'en même temps, cette année-là, c'était le Ramadan, par exemple? Est-ce que vous savez qu'en Égypte et en Syrie et dans le monde arabe, on la connaît aussi comme la guerre de Ramadan? Ils ne savaient pas du tout. Tous les médias ne diront pas Palestine, par exemple. Les colonies, on va éviter de dire, moi j'évite de dire par exemple des implantations, parce que je trouve que des implantations, c'est trop un mot connoté. Donc par exemple, je dis les colonies, évidemment on ne va pas dire la Judée-Samarie, parce que on parle de Cisjordanie, donc tout ça c'est vraiment très très important. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, il y avait comme ça un débat de certains journalistes pour la zone C dans les territoires palestiniens, donc celle qui est contrôlée par Israël où il y a les colonies. En gros, c'était vous avez pression et certains médias ont plié en disant on va arrêter de parler des territoires palestiniens, on va juste dire les territoires occupés. Et en gros, ça a été vraiment une revendication, et je sais que les journalistes français, il y a même une dépêche AFP pour dire on ne dit pas, on garde le terme palestinien parce que c'est comme ça que c'est la ligne du Quai d'Orsay, et que ça c'est vraiment super important, et que si on plie là-dessus, en fait là-bas vraiment la guerre des mots c'est limite la première des choses. Revenons sur 5 points qui nous permettent de conclure cet épisode. Premièrement, nous observons aujourd'hui une nouvelle forme de politisation, de résistance des Palestiniens, plus centrée sur des questions pragmatiques, des questions de survie, de travail, bref, d'amélioration des conditions de vie. Comme nous le rappelle Stéphanie Lat Abdallah, la question de un État ou de 2 États est dépassée. L'important pour les Palestiniens, c'est l'ici et maintenant. Deuxièmement, la jeune génération palestinienne est une génération qui en a marre. Loin d'être une génération perdue, il s'agit d'une génération qui se réinvente, qui veut exister au-delà de cette politisation et qui cherche à construire un futur, des lendemains plus heureux pour la Palestine. Troisièmement, avec l'arrivée de ces nouvelles voies, de ces nouvelles formes de politisation, on note un changement de paradigme dans le récit de la cause palestinienne. Comme nous le rappelle Stéphanie Lat Abdallah, on passe, je cite, d'un paradigme de lutte pour le territoire à un paradigme beaucoup moins national, un paradigme qui consiste en une lutte pour des droits civiques, une lutte pour les mêmes droits au sein d'un espace perçu aujourd'hui comme de facto partagé par les Palestiniens. Quatrièmement, la lutte palestinienne a souvent été écrite par des non-palestiniens et d'une manière totalement détachée. De ce fait, on observe Israël-Palestine sous l'angle du conflit, alors qu'il s'agit plutôt de la domination d'un peuple sur un autre. Enfin, dans ce traitement médiatique, le poids des mots reste important. Les mots choisis polarisent cette question et peuvent à eux seuls perpétuer une vision erronée, partielle de la question. Nous tenions à remercier nos intervenants. Leurs témoignages et prises de position sont le reflet de leur propre expérience personnelle.
Loin de délivrer une vérité absolue, ils éclairent et alertent sur le danger d'une histoire unique et soulignent les subtiles complexités d'une information locale.